m'appelle Fadel Kaboub, je suis économiste tunisien, je suis enseignant universitaire aux États-Unis à Denison University et président d'un think tank basé aux États-Unis qui s'appelle Global Institute for Sustainable Prosperity. Alors l'objectif de l'intervention, c'était de présenter une vision alternative, cohérente et globale pour le développement, les politiques sur le changement climatique et les politiques énergétiques en Afrique. Je commence mon analyse par une très simple observation, c'est que si on divise le monde en deux groupes, le nord global et le sud global, et on fait le net de toutes les transactions financières au niveau mondial, tout inclut l'investissement direct étranger, les exports, les imports, les paiements d'intérêts, la dette, l'annulation de la dette, l'aide économique et tout ça, le produit net, c'est 2000 milliards de dollars qui vont du sud global, des pays pauvres, vers les pays du nord. Donc c'est un chiffre énorme. Quand on compare ce chiffre, 2000 milliards de dollars, avec 100 milliards de dollars qu'on nous a promis pour le financement du changement climatique, quand on compare cela avec tout ce qu'on inclut dans le financement du changement climatique, du développement et tout ça, on observe un système d'extraction néocoloniale au niveau financier. Donc, si on va négocier des agréments au niveau mondial avec les États-Unis, avec l'Europe, avec le reste du monde pour financer la transition énergétique et la transition climatique, on doit forcément parler de ce chiffre de 2 milliards de dollars qui vont non pas dans la bonne direction, dans la direction inverse. Donc, quand on analyse l'origine de ce chiffre, on observe qu'il y a 3 déficiences structurelles que j'appelle coloniales et néocoloniales au niveau des pays du Sud et surtout l'Afrique. Donc 3 points. Le premier, c'est le déficit alimentaire. En Afrique, on importe 85% des produits alimentaires, des produits de base. Et on parle du continent africain qui bénéficie de ressources naturelles et de fertilité de sol qui ne peut pas expliquer ce déficit. Deuxième point, c'est le déficit énergétique. Et ici, je parle même de pays comme le Nigeria, par exemple, qui exporte un volume énorme de pétrole. Et en même temps, le Nigeria, aujourd'hui, importe 100% de sa consommation d'essence pour les voitures. Le troisième point, et c'est le point le plus important, c'est que les économies africaines en général, on a un problème d'industrialisation où on importe de la valeur ajoutée très, très forte et on exporte de la valeur ajoutée très faible. Donc on importe les composantes, on importe les inputs, on importe l'énergie, on importe la technologie et on ajoute de la valeur ajoutée qui est dérivée de la main-d'œuvre qui ne coûte pas cher en Afrique. Donc notre industrie en général, c'est soit de l'extraction pure et simple de matières premières, soit de la fabrication, de l'assemblage, de ce que je peux appeler bricolage de valeur ajoutée très faible. Donc si on prend en compte les 3 déficits au niveau énergétique, au niveau alimentaire et au niveau industriel, on observe qu'on a un déficit de la balance commerciale qui est structurel, qui est annuel et qui augmente au fur et à mesure en fait. Donc, le résultat de ce déficit de la balance commerciale, c'est le fait que nos monnaies, notre taux de change, est constamment en baisse par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Donc, le résultat d'une monnaie faible, c'est que tout ce qu'on va importer le lendemain, que ce soit
des produits alimentaires, de l'énergie, des médicaments. Tout ce qu'on importe, on importe à des prix plus élevés. Donc on importe l'inflation en Afrique. Et malheureusement, nos pays, nos gouvernements, ce qu'ils font, c'est une intervention automatique pour essayer de subventionner les produits alimentaires, les produits énergétiques, et en même temps emprunter de la devise, le dollar, de l'euro, le pound, le British pound, afin de stabiliser la valeur de notre monnaie par rapport au dollar. Donc, ça crée le problème du cercle vicieux de la dette externe. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui d'investissement et de contribution des pays africains pour la transition énergétique, pour le développement, pour la santé, pour l'enseignement, etc., quand on parle d'un système qui fait de façon systématique, c'est un système de piégeage économique qui est colonial, qui est néocolonial. Donc, quand on parle de ces négociations au COP 28 à Dubaï, etc., on doit parler de modifier, de transformer, non pas seulement réformer le système financier international. Parce que ce système financier, ça a été créé en 1944, quand la majorité des pays du Sud, l'Afrique en particulier, on était des colonies. Donc c'est un système financier qui n'était pas créé par nous, qui n'a pas été créé pour nous. Donc ça ne peut pas être le système financier qui va améliorer notre condition aujourd'hui. Donc c'est ça l'objectif de cette présentation, et pour moi c'est très important de présenter ces idées, non seulement au gouvernement et aux think tanks et aux académiciens, mais aussi aux journalistes, au public africain, à travers ces conversations qui doivent être au centre des négociations pour le changement climatique, le développement et la réforme du système financier mondial. Pour transformer notre situation en Afrique et dans les pays du Sud en général, la solution c'est très simple. Si on observe trois déficiences structurelles au niveau alimentaire, au niveau énergétique, au niveau industriel, la solution c'est d'investir dans la souveraineté alimentaire. C'est d'investir dans la souveraineté énergétique, et surtout, notre potentiel, c'est l'énergie renouvelable. Et troisièmement, de développer une politique industrielle au niveau national, au niveau régional et au niveau, même pas, pourquoi pas au niveau panafricain, pour utiliser les ressources naturelles, les ressources humaines qu'on possède ici en Afrique, afin de créer de la valeur ajoutée forte et retenir la valeur ajoutée, et non pas pour l'export, mais créer de la valeur et produire pour servir le besoin de développement et de l'infrastructure ici en Afrique. C'est d'exposer la réalité du changement climatique au niveau scientifique, mais aussi exposer les coupables pour le changement climatique. En Afrique, par exemple, la responsabilité du continent africain annuellement, c'est 4% des émissions de CO2. C'est l'équivalent de l'Espagne seulement, par exemple. Donc, il y a une responsabilité historique pour les pays industrialisés pour réparer, carrément réparer le dégât climatique, le dégât économique et le dégât au niveau de perte de vie humaine avec le changement climatique, avec les natural disasters. Et le fait qu'il y a plusieurs communautés en Afrique qui ont perdu leur source de subsistance. Donc c'est un dégât économique, des dégâts écologiques et dégâts au niveau social aussi pour plusieurs communautés en Afrique.